Bonsoir Sylvain Boulouc. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des mouvements sociaux. Le 1er mai, c'est la traditionnelle fête des travailleurs. Elle existe depuis plus d'un siècle. Alors on va revenir aux origines de cette tradition avec vous, Sylvain Boulouc. D'abord, d'où nous vient ce 1er mai? Alors ça vient des États-Unis. C'est né en 1886. Il y avait une manifestation le 1er mai 1886 pour obtenir des revendications de salaire. Et puis il y a eu un affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, une victime. Et du coup, il y a eu une manifestation de protestation face à cette victime. Et il y a eu des émeutiers, on les appelait les insurrectionnels à ce moment-là, qui ont lancé une bombe sur les forces de l'ordre. Donc il y a eu des victimes chez les policiers, une petite dizaine de victimes, forces de l'ordre qui ont répondu aux manifestants et qui ont fait de nouvelles victimes chez les manifestants. Et il y a eu peu de temps après un procès où 5 des leaders de cette manifestation ont été jugés et condamnés à mort. À partir de ce moment-là, le 1er mai, puisqu'on a retenu l'événement fondateur, est devenu... Là, on est aux États-Unis. On est aux États-Unis, mais le 1er mai est devenu, à partir de 1889, la date symbolique de protestation pour les revendications de salaire avec la naissance de l'Internationale ouvrière socialiste. Et donc là, ça arrive en France. Ça arrive partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut et notamment en France. Il ne faut pas réduire à la France, c'est ça que vous partout dans le dire. monde, non, puisque c'est une internationale qui crée cette fête, qui appelle cette journée de commémoration et de manifestation. Ça arrive en France, mais il y a dans l'ensemble du monde des manifestations le 1er mai, et encore aujourd'hui, il y a des manifestations partout dans le monde à l'appel des différentes centrales syndicales, puisque c'est devenu une journée traditionnelle de revendication, alors qui a souvent été tragique, puisque si on prend l'exemple de la France... Je vous arrête juste, quand on parle de 1890, donc quelques années après les révoltes dont vous avez parlé aux États-Unis et à Chicago notamment, quelles sont les revendications? C'est quoi? On est sur la réduction du temps de travail déjà? Oui, on est sur la réduction du temps de travail. Alors c'était la fin. On n'est pas aux 35 heures à l'époque, c'est quoi? 48 heures. C'est plutôt 48 heures. Alors c'était les fameux... Ça va devenir très rapidement les fameux 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Donc ça correspondait à la revendication principale. Je rappelle qu'il n'y avait pas les congés payés non plus à ce moment-là. Les gens travaillaient sur ce qu'on appelait la semaine de 6 jours, le dimanche étant un jour non travaillé, mais sinon les gens travaillaient donc 48 heures par semaine. Un peu moins en Angleterre, puisqu'ils étaient déjà à ce qu'on a appelé la semaine anglaise, donc 40 heures par semaine. Donc 1890, ça devient une tradition de manifester. Dès 1890, c'est une tradition de manifester. Et tous les 1er mai. Tous les 1er mai. Et en France, ça prend un tour tragique le 1er mai 1891, puisque à Fourmies, dans le nord de la France, il y a une manifestation qui suit une grève et un mouvement des revendications. Et les forces de l'ordre tirent sur les manifestants et on relève 9 morts. Et deuxième incident, la rumeur se répand dans la journée. Deuxième incident, vous avez le même phénomène qui se déroule à Clichy, alors avec moins de gravité. Enfin, il y a quand même des morts qui sont des personnes qui sont victimes des tirs des forces de l'ordre. Et depuis, c'est devenu donc symbole de la répression et en même temps symbole des conquêtes et des manifestations syndicales et de la lutte et des luttes ouvrières tout au long du 19e et du 20e siècle. Et même du 21e siècle. À cette époque, on n'a pas encore le muguet comme symbole de ces luttes, justement. On a une autre fleur. À ce moment-là, c'est pas du tout le muguet. Les manifestants portent 2 choses. Une églantine, donc une fleur qui symbolise la Commune de Paris. Qui est rouge, c'est ça, révolutionnaire. C'était pas le temps des cerises, mais c'était symbolique de l'hommage à la Commune de Paris. Et puis, deuxième chose, un triangle rouge qui voulait dire aussi ces revendications, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Donc on a les deux symboles avec l'églantine qui est prioritaire, qui va être Est-ce qu'elle va disparaître un jour, cette églantine? Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup du muguet. Oui, alors quand est-ce qu'il arrive, le muguet, c'est plutôt la société de consommation. Même s'il arrive avec le maréchal Pétain au tournant des années 40, qui veut absolument voir disparaître l'églantine parce que justement c'est une revendication ouvrière et qui veut le remplacer par une autre chose. Et du reste, il va faire une deuxième chose. Le maréchal Pétain, en 1941, il fait que cette journée, en France, tout du moins, la journée internationale de revendication
travailleurs devient la fête du travail. Donc, cette fameuse fête du travail, d'ailleurs, qu'on continue un peu de baptiser comme telle, alors que c'est peut-être une erreur, vous allez nous expliquer. Effectivement, c'est plus compliqué, parce que vous avez le maréchal Pétain donc, qui dit que c'est la fête du travail, mais la revendication initiale est toujours la même. C'est une journée internationale de revendication des travailleurs. Donc on n'est pas sur le même registre. Le fait que ça devienne une fête, c'était un jour chômé, c'était un jour de revendication. Les gens se mettaient en grève le 1er mai. Oui, à l'époque, il faut le rappeler, ce n'est pas un jour férié. Ce n'est pas un jour férié, c'est un jour chômé. Ça devient un jour... Alors, c'est un jour férié sous le maréchal Pétain, qui s'amusait en plus à rappeler que c'était la Saint-Philippe le même jour que le 1er mai. Son prénom. Et puis, ça devient réellement un jour férié et chômé le 1er mai 1947, légalement, avec une entente entre communistes et qui étaient au gouvernement en 1947 jusqu'au 4 mai. Enfin, le 1er mai, ils y sont encore. Donc le ministre du Travail, Ambroise Croizat, qui fait prendre un décret comme quoi le 1er mai devient à la fois un jour chômé et férié, donc qui fait que c'est un jour férié depuis 1947. Et qu'il reste comme tel. Et qu'il reste comme tel, qui est comme tel jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas que Pétain qui va tenter de s'approprier le 1er mai, puisqu'ensuite on a le FN qui récupère aussi cette date-là. Effectivement, il y a dans ça, 88 en 88, dans cette continuité-là, le Front National tente de récupérer le 1er mai en disant que le 1er mai est une fête nationale. En fait, ils ne font que décaler une chose, qui était la fête de Jeanne d'Arc, en voulant se doter d'un caractère populaire, et donc ils transposent la fête de Jeanne d'Arc qui a lieu le 9 mai au 1er mai. 130 ans plus tard, on est aujourd'hui avec dans la rue des Gilets jaunes, des Black Blocs dont on a beaucoup parlé, ces groupes violents, des militants même qui marchent pour le climat. Est-ce que ce 1er mai est en train de changer de nature? Le 1er mai, journée revendicative, existe toujours, puisqu'il y avait les différentes centrales syndicales qui appelaient dans un ordre dispersé à Paris et souvent dans des cortèges communs en province, on l'oublie trop souvent, mais il y avait vraiment les deux dimensions qui existaient. Donc l'ordre dispersé à Paris, les cortège commun en province. Il y avait des syndicalistes qui étaient présents, qui revendiquaient des augmentations de salaire, une moindre pénibilité. Vous voulez dire à l'époque? Non, aujourd'hui. Et à côté de ça, nouveauté depuis cette année, puisque l'année dernière il n'existait pas, des Gilets jaunes qui se sont joints à ce cortège revendicatif avec d'autres mots d'ordre. Autre chose, des cortèges sur le climat qui viennent se joindre au cortège revendicatif. On a quand même, du coup, l'impression que les syndicats sont beaucoup moins audibles. C'est vrai que ça mélange, c'est un mélange des genres, c'est-à-dire qu'on a différents types de revendications pour une journée particulière qui est normalement une journée de revendication sur les salaires. Après, un certain nombre d'éléments peuvent converger entre les revendications de certains gilets jaunes qui sont de la deuxième génération des gilets jaunes, c'est-à-dire que ce n'est pas les premiers gilets jaunes qui demandaient moins de taxes, là on est plus dans des gilets jaunes qui revendiquent des augmentations de salaire et des augmentations de niveau de vie, mais on a effectivement un changement total du 1er mai. Le seul changement qui n'est pas réel, c'est en fait les tendances aux affrontements à la entre violence, oui, parce que j'allais revenir là-dessus. Vous connaissez très bien l'histoire et l'évolution de ces fameux Black Blocs. Est-ce que c'est si nouveau que ça? Non, c'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire que des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, il y en a toujours eu. Je rappelle une chanson populaire, un 1er mai sans flicaille, ce n'est plus un 1er mai. Donc ça veut bien dire que les traditions d'affrontement... Vous en parliez au début de l'émission aussi, oui. Les traditions d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre ont toujours existé. Alors, on a vécu dans une démocratie apaisée pendant un certain nombre d'années, ce qui fait qu'on a oublié que les 1er mai pouvaient être violents, mais le 1er mai des années 70 était tout aussi violent, voire plus violent que... Alors celui de cette année n'a pas l'air trop violent, mais que le 1er mai de l'année dernière. Donc la tradition violente et revendicatrice du 1er mai avec des actes de violence, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et de continu dans l'histoire de France, et pas que dans l'histoire de France, puisque je rappelle que c'est un mouvement international et qu'il y a des traditions... Justement, ces Black Blocs, est-ce qu'on les voit dans les autres pays ? Le Black Bloc, c'est un phénomène européen où on pourrait même dire des démocraties occidentales. C'est-à-dire qu'on retrouve aux États-Unis, au Canada, Seattle. Donc il y a des Black Blocs à peu près dans tous les pays, dans toutes les démocraties occidentales. C'est des groupes qui s'opposent au capitalisme sous une nouvelle forme de manifestation. Eh bien, merci. Merci Sylvain Boulouc d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, on poursuit la réflexion avec Caroline Roux qui revient sur la mobilisation partout en France, la manière dont les forces de l'ordre aujourd'hui agissent et arrivent à juguler les violences. Le message des syndicats également est-il audible? C'est dans l'air, est intitulé ce soir « Maintien de l'ordre, est-ce la bonne méthode ?» Caroline Roux, c'est dans un instant.